Bonjour à toutes et à tous, auditeurs de Science à l'antenne sur Radio Campus 88.1. Ce soir, nous vous embarquons dans le plus grand concours de cuisine du monde. Une expérience auditive appétissante. Et pour m'accompagner durant cet événement, un chef des plus renommés, un chef délicieux et plein de saveurs, je nomme Maxime Norrégime. Bonjour. Bonjour Gabriel, je suis ravi d'être parmi vous et de pouvoir déguster tous ces plats. J'en vois justement un qui me fait de l'œil ici. Alors, c'est pas tout de suite non plus, ne vous ruez pas sur la nourriture. Il faut d'abord que nous présentions le défi d'aujourd'hui. Oh, ça me donne l'eau à la bouche. Qu'est-ce que je vais pouvoir goûter aujourd'hui ? Aujourd'hui marque une étape cruciale de notre concours. En effet, nos candidats seront par brigade de 2 et nous proposerons un plat qui se veut instructif. Dans instructif, vous voulez dire gourmand ? Non, instructif. Par les mets qui seront préparés, les candidats nous livreront une véritable leçon. Ils ouvriront une porte savoureuse vers le savoir. Ah, ça me dit pas du tout ça, mais alors pas du tout. Ainsi, nos chefs juges pourront noter à la fois la précision des goûts et le discours palpitant qui se cache derrière ces plats. Bon, j'ai entendu goût, ça m'ira. Mais avant de passer à cette ultime épreuve, une page de pub. Oh, j'ai faim. Bonjour à tous. Pour faire le point sur les actualités scientifiques du moment, on parlera du choléra, de la désinformation et du cancer. Au sujet du choléra, en mars 2024, une bactérie multirésistante à ce dernier a été détectée à Mayotte. Cette découverte interroge sur une possible réapparition de cette bactérie pathogène suite au passage du cyclone Chido dernièrement. Néanmoins, selon le chercheur François-Xavier Well, le risque est faible. Pour poursuivre, nous allons aborder la problématique de la désinformation. En effet, depuis l'assassinat du patron d'un géant de l'assurance santé aux États-Unis, ici Brian Thompson, directeur général d'United Healthcare, le 4 décembre 2024 à l'aube, un torrent de désinformation et de menaces en ligne sont apparus en réaction à ce crime. Des théories du complot auraient fleuri sur les réseaux sociaux, ce qui favoriserait la désinformation. D'autre part, un manque de modération des contenus violents a pu clairement être observé en ligne, ce qui pose évidemment des questions éthiques. Pour finir, sur les actualités, des chercheurs du Centre international de recherche sur le cancer à Lyon et de la Société américaine du cancer à Atlanta ont étudié l'incidence du cancer colorectal dans 50 pays dans le monde et ont constaté que le risque de développer un cancer chez les moins de 50 ans a augmenté. De plus, des chercheurs de Flinders en Australie ont observé que sur une période de 10 ans, les personnes qui consommaient plus de fibres et d'acides gras insaturés avaient un risque réduit de développer un cancer colorectal. Je précise ici que les acides gras insaturés sont des lipides qui possèdent des doubles lésions ou triples lésions entre les molécules. Ça me laisse mi-figue, mi-raisin. Je vous rassure, l'heure n'est pas encore à la dégustation. Pour laisser encore un peu de temps aux candidats pour s'affairer en cuisine, nous allons pouvoir nous entretenir avec un expert. Allez, c'est parti. C'est le moment de mettre les bouchées doubles. Bonjour à tous, c'est Émilie Dédileur de Science. Aujourd'hui, nous accueillons Philippe Mézy. Donc, première question, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs ? Bonjour à tous, donc je suis Philippe Mézy, je suis maître de conférences en histoire moderne, habilité à diriger des recherches donc à l'université Bordeaux-Montaigne. Je suis membre du Centre d'études des mondes modernes et contemporains, l'unité de recherche qui s'appelle le CEMS, et je conduis des recherches autour de la consommation, du marché, de la circulation des produits, des goûts, des marchandises dans la France et l'Europe de la fin du XVIIe siècle au début du XIXe siècle. D'accord, donc sur quoi vous travaillez en ce moment ? Alors en ce moment j'ai deux chantiers un petit peu en cours dans la lignée de ce que je viens de présenter. Le premier concerne un nouveau terrain de recherche, c'est le Limousin. J'avais beaucoup travaillé jusqu'alors sur le sud-ouest, l'Aquitaine. Ici je m'intéresse au Limousin pour essayer de réfléchir sur la manière dont une cuisine et une alimentation est associée un petit peu à l'image de misère, de pauvreté pour cette période du XVIIe et XVIIIe siècle, pour essayer de comprendre un petit peu ce regard qui est porté sur ce qui est le symbole de l'alimentation provinciale et réfléchir en même temps sur finalement comment il y a une forme de sélection qui s'opère à l'intérieur de l'alimentation pour mettre en avant plutôt une alimentation pauvre, misérable, et puis étudier aussi sur ce terrain finalement l'histoire des influences multiples, qu'elles viennent de Bordeaux et des circuits commerciaux,
ou des régions plus proches où on voit une superposition de modèles alimentaires, notamment du côté est, donc avec l'Auvergne, ou du côté plus sud-ouest avec le modèle aquitain. Donc ça, c'est un premier terrain actuel de recherche. Puis j'ai un second terrain de recherche qui est plus une approche réflexive sur la question des crises. Des crises en lien avec l'alimentation, ça veut dire rupture d'approvisionnement ou crise sanitaire en lien avec l'alimentation pour ces périodes-là, notamment les crises des céréales, pour essayer de comprendre comment ces crises peuvent être éventuellement des opportunités de modification des comportements alimentaires, comment des stratégies d'adaptation sont mises en place pour essayer de répondre à ces difficultés qui peuvent être plus ou moins durables, mais qui existent de manière assez importante durant ces périodes. D'accord, super. Donc le lundi 20 septembre 2021 a eu lieu le séminaire de lancement de Montaigne à table, donc qui est décrit sur le site de l'Université Bordeaux-Montaigne comme un espace d'échange scientifique et d'initiative autour des food studies. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent les food studies et Montaigne à table? Bien sûr. Alors les food studies, c'est une notion très inspirée des cultural studies, donc c'est vraiment une notion très anglo-saxonne qu'on va retrouver par exemple pour l'histoire avec les colonial studies. C'est l'idée d'étudier finalement le fait alimentaire dans tous ses aspects avec différentes disciplines à l'appui, de l'histoire, de la sociologie, de l'anthropologie, etc. Mais ce qui est au centre, c'est vraiment l'objet alimentation. C'est une approche de l'alimentation par les sciences humaines et sociales. Et dans le sens anglo-saxon, c'est finalement une dilution de l'ensemble des disciplines pour ne faire plus qu'une, qui serait les food studies. L'interprétation qu'on en a, et notamment au sein du groupe Montaigne à table, c'est plus l'idée de se pencher sur l'objet alimentation avec le regard croisé des différentes disciplines, histoire, littérature, etc. Mais chaque discipline garde son savoir-faire disciplinaire, sa méthodologie, son approche problématique, et que finalement c'est le croisement de l'ensemble de ces perspectives qui enrichit la grille de lecture. Et donc l'idée avec Montaigne à table, c'est finalement à l'échelle de l'établissement de l'Université Bordeaux-Montaigne, et bien d'essayer de rassembler ceux qui s'intéressent de près ou de loin au thème de l'alimentation, et alimentation incluant aussi les boissons, en particulier le vin. On est parti du constat, donc il y a quelques années, que finalement il y avait beaucoup d'entre nous qui travaillaient sur l'histoire du vin, sur l'alimentation, sur les circuits courts en géographie, ou bien sur les imaginaires des nourritures en littérature. Et l'idée c'était de voir si on pouvait penser un petit peu des choses ensemble. Ça c'était un premier aspect qui nous a conduit à organiser des séminaires en histoire de l'art, en histoire, en littérature, sur des thématiques très très variées autour de l'alimentation. Puis l'idée c'était de faire ça aussi en collaboration avec les formations dans lesquelles la question de l'alimentation intervient. On a par exemple un master qui est le master ADRE, Alimentation durable et résilience territoriale, dans lequel interviennent des historiens, des géographes. Donc c'était aussi de mobiliser les étudiants sur ces thématiques-là. Il y a aussi un master d'études culturelles avec un séminaire de food studies. Donc il y avait vraiment cet aspect recherche. Et puis il y avait aussi l'idée de développer des partenariats et de donner de la visibilité à ce qui se faisait au sein de l'université. Des partenariats scientifiques avec des institutions comme l'IEHCA, l'Institut européen d'histoire et de culture de l'alimentation, ou d'autres centres de recherche qui travaillent sur le vin, à Dijon en particulier. Mais c'était aussi l'idée de donner une visibilité, de développer des collaborations avec des partenaires bordelais, notamment des institutions, et on a réussi à le faire avec la Cité du Vin, le Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux, ou bien l'Agence de l'alimentation de la Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire montrer qu'il existait une expertise scientifique au sein de l'Université Bordeaux-Montaigne dans le domaine des sciences humaines et sociales en lien avec l'alimentation, pour aller à la rencontre des besoins du monde socio-économique ou socio-culturel. Donc c'est vraiment une dynamique collective qu'on a essayé d'initier à travers cela, et on a un site, un carnet hypothèse, Montaigne à table, qui permet de suivre toutes les activités diverses et variées qui vont de l'organisation de séminaires à des conférences grand public et à des opérations menées par les étudiants. Donc c'est pas seulement un domaine qui travaille sur la nourriture, c'est vraiment une sorte d'étude transdisciplinaire. Vous mélangez toutes les disciplines pour travailler sur le thème de la nourriture. D'accord. C'est ça. C'est vraiment un croisement de différentes sciences et d'approches scientifiques sur un même objet. Ok, d'accord, super. Donc si on remonte un peu dans le temps, vous avez fait votre thèse en 2005. Donc pour titre « Culture alimentaire et société dans le sud-ouest aquitain du XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle, goût, manière de table et gastronomie, l'émergence d'une identité régionale ». Donc je me demandais comment cette culture alimentaire régionale elle émerge et quelle importance elle a dans l'identité locale. Alors vous me faites remonter longtemps dans le temps finalement, et j'en suis fort ravi. L'idée au départ de la thèse,
partait du constat qu'on a une valorisation très forte de la cuisine du Sud-Ouest qui était, dans le champ que j'avais étudié, celle de l'ancienne région Aquitaine, c'est-à-dire du Périgord jusqu'au Pays Basque. L'idée étant qu'il y avait une valorisation de la cuisine du Périgord à travers des produits emblématiques comme le confit ou d'autres choses, ou bien de l'autre côté le jambon de Bayonne, etc. Mon idée était de me replacer donc, dans une période chronologique qui était le XVIIIe siècle pour essayer de comprendre comment finalement émerge cette représentation plutôt valorisante de la cuisine du Sud-Ouest, en partant à la fois de la littérature, c'est-à-dire des livres de cuisine de l'époque, des récits des voyageurs qui évoquaient tel ou tel produit ou telle manière de cuisiner, et de les confronter à ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'était les pratiques alimentaires, c'est-à-dire concrètement qu'est-ce qui se passait localement à travers l'étude de la vaisselle, des batteries de cuisine, ou bien des repas qui avaient pu être donnés par la ville de Périgueux, ou bien consommés par un négociant de Bayonne ou un riche bordelais. Et en confrontant l'ensemble de ces éléments, il est apparu, c'était vraiment le but de cette recherche, qu'on avait une gastronomie du Sud-Ouest qui se distinguait, plutôt une culture alimentaire, c'est-à-dire un ensemble de pratiques et de valeurs qui avaient vraiment des points communs qui transcendaient les clivages sociaux. Et on avait en quelque sorte un mélange d'enracinement et d'ouverture. C'est-à-dire l'enracinement, c'était la mobilisation des ressources locales, qui est tout à fait caractéristique de cette région, les fleuves, l'océan, les forêts, les rivières, et ça vous donne des produits comme la lamproie, le saumon, les ortolans et autres gibiers ou les fruits. Et puis de l'autre côté, une ouverture, et ça m'a semblé très important, c'est-à-dire que la cuisine régionale, elle n'est pas faite de repli sur soi, mais d'ouverture à des produits venus d'ailleurs, des savoir-faire, notamment pour cette période-là et pour le Sud-Ouest, l'adoption du maïs, l'utilisation des produits exotiques, la pénétration du café, du sucre, etc., par le port notamment de Bordeaux, et que finalement, on avait cette dynamique-là, et l'identité, elle se façonnait beaucoup dans le regard extérieur. C'est-à-dire que c'était le regard qui était porté par les voyageurs, par les gastronomes parisiens, par la littérature culinaire, les livres de cuisine. C'était ce regard-là qui façonnait une cuisine du Sud-Ouest, portée par des emblèmes comme l'utilisation de l'ail, des savoir-faire comme le confit, la conservation dans la graisse, des choses comme ça. Finalement, il y avait l'idée que l'identité, c'était cet échange, ces contacts, et non pas le repli sur soi, comme on le pensait beaucoup dans l'émergence des cuisines régionales. Et donc, on a vraiment une identité et un patrimoine qui se façonne à ce moment-là. C'est vraiment une période charnière, et comme la Provence, le Sud-Ouest fait partie plutôt des régions les plus dynamiques dans cette reconnaissance qui s'opère à ce moment-là. Et du coup, est-ce que cette culture, il faut la préserver ? Alors, à mes yeux, c'est un patrimoine. Mais c'est vraiment un patrimoine vivant. Ça veut dire que c'est tout autant une ressource potentielle, aujourd'hui, que quelque chose qui conviendrait de figer. C'est le risque, figer un patrimoine. En l'occurrence, c'est vivant. Ça veut dire que regarder, en tant qu'historien, ce qui s'est passé au XVIIIe siècle permet de comprendre des évolutions, permet de comprendre des choses qui sont enracinées dans le temps. Et au XVIIIe siècle, le jambon de Bayonne, par exemple, est extrêmement reconnu. Les prunes de la Genée sont extrêmement reconnues et entrent dans les circuits commerciaux, donc on a une vraie continuité, ce qui permet d'asseoir dans la durée le patrimoine. Mais en même temps, c'est une ressource où, si on regarde un petit peu, il y a des choses qui ont évolué. Des produits qui aujourd'hui font partie du patrimoine culinaire, comme le canard, qui est énormément mis en avant. Bien finalement, si on regarde au XVIIIe siècle, c'était plutôt les oies qui étaient consommées. Le foie gras en tant que tel n'existait pas encore au début du XVIIIe siècle. Donc ça permet de montrer que les choses ne sont pas immobiles et que le patrimoine, il faut le préserver, mais en le faisant vivre. Ok, d'accord, merci beaucoup. Bon, c'est bien intéressant tout ça, mais ça m'ouvre l'appétit. Je sens mon ventre gargouiller. Calmez-vous tout de même, chef. Je vous propose de vous mettre une musique pour vous détendre. 5, 6, Ne m'écoute 5, pas la 6, 7, 8. Baby, do you like this beat?
J'espère que vous vous sentez mieux pour écouter la fin de notre super intervention de Philippe Mézy. Si on avance un peu dans le temps, et donc depuis 2012, vous êtes membre du conseil scientifique de l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation, comme vous avez parlé tout à l'heure. Donc, en quoi consiste ce poste ? Alors, je fais partie d'une instance collective qui est ce conseil scientifique qui regroupe une vingtaine de personnes qui sont des chercheurs de différentes nationalités, polonais, français, espagnols, italiens, etc., de différentes disciplines, histoire, sociologie, géographie, qui ont été choisis pour accompagner la politique scientifique de l'Institut européen d'histoire des cultures de l'alimentation, donc qui est installé à Tours, dans deux directions. La première direction, c'est l'idée de valoriser, de développer un réseau de chercheurs européens qui travaillent sur les thématiques de l'alimentation en sciences humaines et sociales, de développer les collaborations. La deuxième fonction au sein de cette assemblée collective, c'est d'accompagner la réflexion sur des actions qui sont celles de l'IEHCA scientifiques, notamment par exemple les orientations de la revue Food and History, également une collection qui est publiée aux presses universitaires François Rabelais à Tours autour de l'alimentation. Donc on accompagne la réflexion et puis vous avez chaque année un symposium qui est organisé à Tours au mois de juin qui réunit les chercheurs qui travaillent sur l'alimentation, des jeunes chercheurs qui sont en doctorat jusqu'à des chercheurs plus avancés, et puis contribuer à organiser un colloque qui a lieu tous les 2 ans. Et j'ai eu l'occasion, par exemple, en 2023, d'organiser le colloque de l'IEHCA en tant que membre du conseil scientifique sur la thématique des crises, justement, alimentaires comme source d'innovation et de transformation. Et le prochain colloque, par exemple, qui aura lieu en décembre 2025, aura pour thème à la table de la bande dessinée sur finalement les récits graphiques et la culture alimentaire. Donc la participation à cette instance permet d'être au courant de ce qui se fait dans le champ de la recherche scientifique sur les thématiques autour des cultures de l'alimentation et l'histoire de l'alimentation. Puis c'est la possibilité d'initier un certain nombre de choses. D'accord. Ensuite, vous sortez votre dernier livre en 2021, avec pour titre L'unique et le véritable, réputation, origine et marché alimentaire en 1680 vers 1830. Donc comment, dans ce livre, vous définissez ce qui est un produit de bon goût au véritable au XVIIIe siècle ? C'est des mots, véritable, bon goût, le meilleur, qui m'ont beaucoup interpellé au début de cette recherche, dans ma démarche scientifique. Je voulais comprendre ce qu'il y avait derrière ces mots-là. Ça s'inscrivait dans une réflexion plus générale sur l'histoire de la qualité alimentaire, avec des travaux qui avaient été initiés ailleurs, notamment par Alessandro Stanziani, pour des périodes plus récentes du 19e et 20e siècle. L'idée était de montrer que la qualité était une construction humaine, et donc je voulais m'intéresser au XVIIIe siècle et à ces produits alimentaires associés à ces dénominations-là. Et derrière le mot bon goût, bien, par exemple, je me suis rendu compte que c'était véritablement l'idée que c'était un produit qui devait correspondre au goût des élites du temps. Okay. On est dans la société d'Ancien Régime, la noblesse occupe une position évidemment centrale dans cette société française en l'occurrence, mais on retrouve ça aussi à l'échelle européenne. Et donc l'idée c'était que ces produits, ils doivent correspondre à leurs attentes. Donc un produit de bon goût, ça ne peut pas être un produit par exemple populaire comme l'ail, qui ne correspondrait pas à leurs attentes. Ça va être des choses comme des fruits par exemple, ou des produits assez raffinés comme certains fromages, etc. Donc il y a vraiment cette idée-là. La deuxième idée, le bon goût, se définit aussi par les marchands. On a vraiment des prescripteurs. J'ai beaucoup étudié ce rôle des marchands pour le XVIIIe siècle, qui vont développer tout un discours pour distinguer les produits dans une hiérarchie. Ça veut dire que vous avez les prunes, et puis dans les prunes, vous avez les prunes de Tours, les prunes du Bordelais, et tout au sommet, les prunes de Provence qui vont être qui vont être vraiment considérés comme des produits vraiment à part. Et c'est cette idée-là. Un produit de bon goût, c'est un produit à part. Et le produit véritable, eh bien, c'est l'idée que c'est un produit unique, qui correspond véritablement à quelque chose qui n'est pas comparable aux autres dans la hiérarchie. Et je me suis intéressé dans cette recherche sur la question de l'origine géographique. Et on observe qu'au XVIIIe siècle, sur les marchés alimentaires, l'origine alimentaire apparaît comme un élément déterminant. C'est-à-dire si un jambon vient de Bayonne ou de Mayence, ça fonctionne aussi pour des pays étrangers, il est considéré comme meilleur qu'un jambon ordinaire. Et on retrouve ça dans beaucoup de gammes d'aliments. Donc le produit véritable, c'est vraiment quelque chose qui est unique, qui répond à un savoir-faire particulier et qui donc va être valorisé financièrement, vendu plus cher, produit en moins de grande quantité et acheté par des personnages de haut rang. Donc on est vraiment dans cette perspective-là.
Donc en fait, ça n'a rien à voir avec le goût du produit, sa qualité. La nature du produit, finalement, elle arrive en second. Et c'est ça qui est intéressant. C'est par rapport à ce qu'on peut penser aujourd'hui, si on se replace par rapport à l'époque contemporaine. Et le but de mes recherches, c'est aussi de faire des passerelles, évidemment, avec aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des appellations d'origine contrôlée, avec des lois qui vont imposer un cahier des charges, avec telle ou telle caractéristique du produit. Et le goût va être important au sens de la caractéristique du produit. À l'époque, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas de loi. Donc, il n'y a pas de définition de la nature du produit. Ce qui est défini, c'est le savoir-faire par rapport à un lieu, et c'est ça qui fait le produit et qui fait sa reconnaissance. Donc, ces critères-là ont totalement évolué de nos jours, rien à voir. On a des changements très importants. Si on compare le XVIIIe siècle à aujourd'hui, aujourd'hui, on va valoriser fortement la notion de terroir. Un produit de terroir qui renvoie à la campagne, c'est notamment le cas pour les fromages ou pour d'autres produits, va être considéré comme un produit traditionnel. Ça aussi, ça va être valorisé. Au XVIIIe siècle, pas du tout. Le Roquefort, qui est extrêmement reconnu, diffusé à l'échelle européenne, n'est pas perçu comme un produit traditionnel, qui renvoie au passé. Au contraire, il est perçu comme un produit innovant. Et on a des descriptions de médecins qui vont évoquer les efforts d'hygiène qui sont faits à Roquefort pour améliorer la production, le soin qui est fait à l'affinage du fromage. Donc on est plus du côté de la modernité que du côté du passé. Donc ça, c'est assez intéressant de voir comment cette notion de terroir, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, finalement est quelque chose qui est polymorphe et qui évolue et n'a pas le même sens en fonction des périodes. Et donc de nos jours, qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme un produit innovant ? Alors aujourd'hui, les produits innovants, si on prend le XXe siècle, les années 60, 70 par exemple, tout ce qui va être produit innovant, c'est tout ce qui est lié à l'industrie, à l'innovation technique. La cuisine innovante dans les années 2000-2010, c'est la cuisine moléculaire. Ça veut dire tout ce qui renvoie à la science aujourd'hui et la croyance dans les progrès de la science comme étant la solution à bon nombre de choses. Donc on est dans cette idée d'innovation, encore aujourd'hui, d'innovation technique, mais c'était déjà le cas au XVIIIe siècle dans cette perception-là. Sauf que derrière le mot n'est pas la même chose. Oui, ok. Donc, ensuite, on peut lire sur le site de l'Academia que vous êtes ou que vous avez été associé au Food Lab à l'Université de Parme. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce laboratoire et si c'est toujours d'actualité ? Alors, le Food Lab, j'ai participé à la création et au lancement de cette petite structure qui est en réalité un espace de collaboration entre chercheurs européens, notamment chercheurs italiens, belges et français. Et l'idée était de travailler au départ sur des notions comme celle de terroir, sur laquelle je travaillais déjà, et puis mes collègues italiens travaillaient sur la notion de typicité, qui est un concept très présent en Italie, sachant que Parme est une région dans laquelle l'agroalimentaire tient une place très très importante, produit emblématique, on peut évidemment penser au parmesan ou au jambon de Parme. Donc l'idée c'était de développer des collaborations assez fortes qui ont donné lieu donc, à des rencontres scientifiques, des workshops. La période Covid a évidemment un petit peu perturbé et limité, comme dans beaucoup de secteurs scientifiques, les choses. Mais on a quand même réussi en 2019 à organiser. J'ai co-organisé avec mon collègue de l'Université de Parme, Stefano Magagnoni, un colloque justement sur réputation et marché. À propos des produits alimentaires, mais pas que alimentaires, on parlait aussi du vin ou d'autres produits, pour comprendre les effets de réputation sur le fonctionnement des marchés. C'est-à-dire comment l'image qu'on attend d'un produit ou d'une marque ou d'une origine géographique peut influencer le fonctionnement du marché. Donc c'est l'idée de maintenir ces collaborations-là à travers des échanges Erasmus, l'accompagnement aussi d'étudiants qui peuvent aller soit à Parme, soit à Bordeaux. On essaye vraiment de développer et de maintenir ces partenariats qui sont assez forts avec deux régions, la région Nouvelle-Aquitaine et la région Émilie-Romagne, qui concernent Parme, qui sont aussi de régions jumelées sur le plan institutionnel, donc ça offre des opportunités de collaboration. D'accord, merci beaucoup. J'avais juste une dernière question. Comment voyez-vous l'avenir de l'alimentation par le prisme du changement climatique, dont on peut déjà voir les effets par exemple sur le vin ? Alors interroger un historien sur l'avenir, c'est toujours une question compliquée pour lui, mais je vais quand même essayer de vous apporter des éléments de réponse et vous parler du vin, c'est aussi un objet sur lequel je travaille et aujourd'hui évidemment les conditions climatiques et l'évolution du climat posent un certain nombre de questions pour le secteur viticole et le regard de l'historien finalement peut être utile à différents niveaux. Le premier c'est penser l'avenir en regardant un petit peu le passé par rapport à des mécanismes qui peuvent exister, notamment travaillant sur les crises.
C'est le moyen de répondre à ce genre de questions. Donc on a par exemple, on observe dans le secteur du vin, comme dans celui de l'alimentation, on peut avoir des mutations, des productions sur un territoire donné. Il n'y a pas une immobilité d'une production. Donc il peut y avoir des évolutions dans le temps qui peuvent être liées à des changements climatiques, des évolutions climatiques, mais qui peuvent aussi être liées à des évolutions des consommations. Je crois vraiment à l'idée d'une approche croisée, c'est-à-dire que les évolutions climatiques, elles existent, mais elles doivent être aussi accompagnées d'une réflexion sur ce qui est une approche en sciences humaines et sociales, sur les comportements de consommation. Il y a quelque chose qui me semble très intéressant, c'est pendant longtemps, sur l'époque sur laquelle je travaille, le XVIIe et XVIIIe siècle, finalement, l'alimentation, notamment les céréales, qui étaient essentielles à l'alimentation, c'était les changements climatiques et les aléas climatiques qui entraînaient un impact sur l'alimentation. Ça veut dire, lorsqu'il y avait un hiver trop froid ou un été pluvieux, les récoltes de céréales chutaient et on avait des phénomènes que vous connaissez, de disette, de famine, ce genre de choses-là. Ce qui est intéressant aujourd'hui à observer, c'est que si on prend la consommation de viande, eh bien finalement, c'est les choix alimentaires, avec une consommation de viande qui a augmenté très fortement tout au long de la seconde moitié du XXe siècle pour devenir aujourd'hui quelque chose de très important, c'est bien cette consommation de viande qui a un impact sur le climat, avec des évolutions au niveau des transports, et tout l'impact que cela peut avoir. Et donc au final, je pense beaucoup aux mutations qu'il peut y avoir dans l'avenir des comportements de consommation par rapport à ces crises-là. Et en particulier, on le voit bien, et c'est étudié beaucoup dans notre université, à la question des circuits courts. Donc c'est finalement des mutations en termes de choix et de comportement de consommation. Et je pense que ne pas intégrer la question culturelle des consommations, la question des choix dans la réflexion sur l'évolution de l'alimentation en ne se cantonnant qu'à des aspects qui seraient liés à la production ou au changement climatique, ce serait ne pas prendre en compte l'un des paramètres qui me semble quand même important. D'accord, donc on s'adapterait par nos choix de consommation à ce changement, à ces mutations Alors, c'est pas forcément de l'adaptation, c'est plutôt est-ce qu'on accentue le processus ou est-ce qu'on choisit au contraire de l'atténuer? C'est aussi l'idée de mettre en avant la responsabilité des consommations et des consommateurs et des États par rapport aux consommations, mais c'est de considérer que ce n'est pas uniquement des raisons externes qui interviennent, mais que ça tient aussi aux acteurs. En tant qu'historien, l'idée c'est aussi de réfléchir évidemment beaucoup sur le rôle des acteurs, quels qu'ils soient. L'État, un individu, une entreprise, peu importe. Mais le rôle des acteurs dans les mutations de l'alimentation, quelque chose de tout à fait important, me semble-t-il, à interroger et à percevoir. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant que nous sommes au point sur tous les aspects de la cuisine, le temps est désormais écoulé pour nos candidats qui, je vous le rappelle, ont pu réaliser un superbe plat sous le thème gourmand mais enrichissant. J'espère qu'en plus d'être gourmand, ça sera croquant et appétissant. Alors, commençons sans plus attendre par la brigade de Nour et Chloé, de véritables chefs étoilés, même si ce ne sont pas des lumières. Regardez ce duo là-bas, allons les voir, elles ont l'air si appliquées. Oui, enfin j'ai l'impression qu'il y en a une un peu plus paniquée que l'autre si tu regardes bien. Bon, allons voir ce qu'elles nous préparent. Qu'elles ne soient pas paniquées pour rien au moins. Bonjour les filles, qu'est-ce que vous préparez? On essaye de faire une tarte au citron allégée, mais ce n'est pas vraiment gagné. Mais regarde ce que tu fais, tu vas en mettre partout, oh, laisse-moi le faire pendant que tu parles. Oh, c'est pénible. Pardon, tu sais très bien que j'ai du mal en cuisine, surtout pour sauver la vaisselle. Oh non, je me suis coupée partout. Comment je vais faire? Mon Dieu, rappelle-moi pourquoi je t'ai choisi en binôme déjà. Peut-être parce que je fais les meilleures tartes au citron. Oui, bref, bon. Je voulais vous dire que notre tarte au citron sans sucre sera un peu spéciale. Oui, parce que je peux vous promettre qu'elle sera quand même très sucrée, délicieusement douce même. Tu vends un peu trop de rêves là. Je leur dis à quel moment que je n'aime pas l'acidité du citron et sans sucre en plus. Je suis pas très convaincue. Je comprends mieux la panique. Nous vous avions pourtant communiqué une liste des aliments que Gabriel n'aime pas. Je vois que cela n'a pas été pris en compte. Après, moi, ça me dérange pas. Mais attendez, pas de panique. J'ai très bien lu les consignes justement et je peux vous assurer que vous serez très surpris. Ah bon? Vous allez transformer le citron en sorbet magique? Si l'on veut, oui, on va utiliser une baie miracle. Qu'est-ce qu'elle a de miraculeux, votre baie rouge là? D'ailleurs, j'ai jamais vu ça de ma vie. Au lieu de vous expliquer directement, testez d'abord. Imaginez qu'elles veuillent nous empoisonner, juste avant de goûter les autres pas en plus. Pas cool.
Je mange en premier et si je meurs, vous les poursuivez en justice pour me venger, d'accord? Allez, je me lance. C'est pas mal, un peu âpre mais doux, on dirait de la canneberge. Maintenant, mordez dans le citron. Vous êtes sûr de ce que vous faites là? J'ai pas envie de vous montrer ma plus belle grimace. Mais oui, ayez confiance. Tenez, cadeau. Ça n'a plus du tout le goût du citron. C'est même délicieux. On dirait une lollipop. Mais enfin, vous, l'ennemi du citron, vous êtes malade? De la fièvre? Oh, je le savais, on n'aurait pas dû boire autant hier soir. Je vous jure que c'est tellement bon, j'en reviens pas. Vous m'avez ensorcelé, sorcière! C'est pas magique, c'est scientifique. Ah bon? Vous sortez ça d'où? On est dans une cuisine, pas dans un laboratoire ici. Bon, c'est à peu près la même chose. Il y a bien des cuisiniers qui sont capables de nous faire à manger des émissions d'herbes. Maladroite, mais avec de la répartie. 1-0 pour elle. La baie que vous avez mangée est la baie miracle. C'est une espèce de plante à fleurs de la famille des Sapotaceae. C'est un arbre originaire d'Afrique de l'Ouest et ce fruit contient de la miraculine. La miraculine, elle n'est pas sucrée en soi, mais les papilles de la langue de l'homme, une fois exposées à la miraculine, perçoivent le goût des aliments différents. L'acidité, l'amertume des agrumes, par exemple, devient très doux et fruité pendant 30 minutes à 1 heure. C'est ce qu'on appelle une glycoprotéine. Les véritables actions de cette glycoprotéine sont dues à la présence de résidus d'histidine qui ont un pouvoir tampon. En chimie, l'effet tampon se définit comme étant la capacité de la molécule à neutraliser, absorber ou tamponner des chocs, comme neutraliser des acides ou des bases à titre d'exemple. Lorsque vous consommez un aliment acide, comme du citron ou du vinaigre, le pH de votre bouche diminue, il devient plus acide. Dans ce contexte, la miraculine change de forme et active les récepteurs sucrés, même si ce que vous mangez n'est pas sucré. Tadam! La miraculine ne modifie pas les aliments au pH neutre par contre. Mais un citron peut goûter comme une orange douce, le vinaigre peut sembler avoir un goût de sirop. En résumé, la baie miracle agit comme un modificateur de perception du goût en trompant les récepteurs gustatifs. Vous imaginez si tous nos goûts étaient modifiés? Oh, mes chips au vinaigre n'auront plus le même goût. Monde cruel. Enlevez-moi ça de la langue. On avait dit que ça ne durait qu'1 heure maximum. Bon, en revanche, pour ce qui est du goût des plats lors de la dégustation, je ne garantis rien. Quoi? Sabotage. C'est vous qui avez décidé de faire confiance à des sorcières. Je suis dévastée. Mais en même temps, j'ai envie de gober tous les citrons posés sur votre table là. Autant profiter alors. Vous avez encore 1 heure. Servez-vous. Mais dépêchez-vous, j'ai une meringue à pocher, moi. Non Chloé, non, t'inquiète pas, donne-moi ce chalumeau, voilà, merci. Va faire quelque chose qui ne met personne en danger, s'il te plaît. Allez, je viens de préserver la survie de l'espèce humaine, là, remercie-moi. Bon, allez, on vous laisse avec vos baies bizarres là. Attendez, juste, je chope un citron avant. Voilà, allez, à tout à l'heure. Comment je vais m'enlever ce truc de la langue? Ouf, ça me titille encore les papilles. C'était une expérience gustative qui sort de l'ordinaire, une vraie découverte. Un plat qui attire l'attention dès le premier regard, puis surprend à chaque bouchée. Passons maintenant à un autre duo, qui est, sans leur jeter des fleurs, mon préféré, mais de très très loin. Ah non, le meilleur duo, c'est l'œuf et la mayo. Un quoi? Qu'entends-je? Mais ce ne serait pas mon duo préféré qui s'active en cuisine? Laure et Solène. Ah, le vin et le fromage quand même. On vous arrête tout de suite, Gabriel. Ce soir, nous ne sommes pas Laure et Solène, car vous avez en face de vous chef Solène Cyril Lagnac et chef Laure Mercrotte. On vous a préparé des petits encas, vous allez vous régaler. Que d'originalité, dis donc. Ça ne me dit rien qui vaille. Vous êtes sûr que vous voulez rester, Gabriel? J'ai peur qu'on soit le dindon de la farce. Ne commencez pas à faire votre rabat-joie, chef. Regardez-les et osez me dire qu'elles ne vous inspirent pas confiance. Bah si, justement, je vous le dis, elles n'ont pas l'air d'avoir inventé le fil à couper le beurre. Bon, commençons notre petit tour du monde sur les aliments insolites comestibles. Vous allez voir tout ce qui est possible de déguster. Rien que d'en parler, j'en ai l'eau à la bouche. On commence par quoi, chef Lagnac? Eh bien, c'est tout frais, je viens de le sortir et tada! Voici un magnifique œuf de 100 ans qui a macéré pendant 18 jours dans ce mélange de boue riche en cendres, chaud et divers aromates comme du sel ou des feuilles de thé entre autres. Ah, je ne m'attendais pas à ça, mais je suis sûre qu'il doit être succulent, les filles. Vous êtes sûr qu'il est encore bon, votre œuf? Le blanc est devenu brun foncé et on dirait un gros bloc de gelée maintenant. Et en plus, ça manque de maillot. Et c'est pas tout, regardez quand j'ouvre l'œuf. Hop, le jaune est bien crémeux comme il faut. Et il est vert aussi. On devrait changer le nom, hein. C'est assez particulier, n'empêche. L'œuf de 100 ans provient de Chine et on utilise généralement un œuf de Cannes. Son aspect si particulier, comme tu le dis, Max, vient des conditions dans lesquelles on fait vieillir l'œuf. Comme l'a dit chef Lagnac, il est conservé dans une sorte de boue pendant un certain temps. Un processus chimique va alors transformer les protéines et le gras dans l'œuf. C'est une fermentation inorganique ou minérale. Le pH de l'œuf va ainsi augmenter et passer de 9 à 12.
Et une odeur agréable de soufre, miam, ça a l'air appétissant. Mais tenez, prenez un morceau, ne faites pas les timides, vous verrez, il a un goût un peu plus relevé que les œufs durs classiques. Cependant, l'œuf de 100 ans facilite la digestion et est essentiel au bon fonctionnement du cerveau, du cœur et du foie notamment. J'en ai pas besoin, mon foie est en excellente santé. C'est délicieux. Pourquoi j'ai croqué dans ça? Merci, chef Macrotte, pour ce premier encas. Passons maintenant à mon encas, sur une note un peu plus fruitée. Oh oui, s'il vous plaît, une pomme. Ah, ça m'a l'air d'être une grosse pomme épineuse là. Bien vu l'aveugle. Voici le durian. Grosse baie ovoïde, elle peut peser jusqu'à 5 kg et pousser tout en haut des arbres. Attention à ne pas prendre ça sur le coin de la figure. En tout cas, à part sa forme étrange, je ne trouve rien de bien particulier. Eh bien, cela, c'est en l'ouvrant que tu pourras en juger. Oh mon Dieu! Mais ça pue, c'est horrible! On dirait comme un mélange de fruits, de sauce à l'oignon et de peinture, c'est atroce. En effet, le durian a une odeur très caractéristique. Elle fait penser à la térébenthine, une huile essentielle de pin utilisée dans le bâtiment, mais aussi d'autres senteurs qui rappellent le fromage ou encore les excréments. Rien de bien alléchant, me diriez-vous. Pourtant, ce fruit a de nombreuses vertus. Bourré de vitamines, minéraux et magnésium, mais aussi gras et riche en sucre, il s'avère très nourrissant, mais vraiment difficile à digérer. On verra donc à le consommer avec modération. Mais comment ça se fait qu'un fruit comme ça sente aussi mauvais? La raison de cette odeur a été élucidée en 2017 et 2018, lorsque l'ADN de la plante a été étudié en profondeur. Parmi ces 46 000 gènes, un groupe produit en excès deux grandes variétés de composés volatiles, des composés soufrés, caractéristiques de l'odeur d'oignon, et des composés esters, à l'origine des effluves fruités. Cela explique que le durian, c'est comme la coriandre. Soit on aime, soit on déteste, selon comment notre nez supporte ces odeurs. Gardez à l'esprit que le goût, lui, est très bon. Attention néanmoins à ne pas en consommer avec de l'alcool. Les composés soufrés du fruit diminuent de 30% les capacités de notre organisme à évacuer les toxines. Gare aux maux de crâne. Je vais le noter dans un coin de ma tête, mais pour un ami évidemment. Je crois que je vais m'évanouir. Quel enfer cette odeur! Non merci, je n'en prendrai pas. Votre œuf de 100 ans m'a déjà bien calé. Oh mais non, je viens tout juste de faire quelques larves de guêpe, c'est plein de vitamines. Je vous le jure, on en mange beaucoup sur mon île à La Réunion, c'est un mets raffiné. Oh, c'est amusant ça. On ne sait pas si elles bougent à cause de l'huile chaude ou si elles sont encore vivantes. J'en prends un cornet. Et vous n'allez pas repartir sans avoir goûté au Surströmming. Cette spécialité suédoise à base de hareng fermenté dégage une douce odeur de beurre ranci et d'œufs pourris. C'est un plat traditionnel qui existe depuis le XVIe siècle. Ouais il aurait dû y rester au XVIe siècle. Hein. Venez, chef Maxime, on s'en va avant que mon nez ne s'effrite. Mais non, j'avais prévu des asticots aromatisés au paprika. Vous savez, c'est très apprécié en Thaïlande. On mange bien des escargots et des cuisses de grenouille en France métropolitaine, bon sang. C'est juste de la culture culinaire. Ouvrez-vous au monde gustatif. On a aussi du tofu puant, du fougou. Chef, on s'en va, je vais vomir. Bon, ça change pas des chips et larves de guêpe. Un peu gluant, mais appétissant. Cher auditeur, pour nous remettre de nos émotions, une courte pause musicale vous est proposée. What's the big idea?
mama told me what I should know. Too much candy gonna rot your soul. If she loves you, let her go. 'Cause love only gets you down. Vous êtes bien en direct du plus grand concours de cuisine du monde. Tout est revenu dans l'ordre, nous pouvons reprendre. Moi, j'ai eu le temps de reprendre du surströmming. On peut dire que ça reste en bouche les spécialités suédoises, mais les textures contrastées apportent une dimension inattendue et étonnamment délicieuse. Ah non, assez parlé de ça, passons à notre dernière brigade. Alors les filles, ça se passe bien ? Qu'est-ce que vous avez décidé de nous faire de bon ? Pas du tout, elle fait n'importe quoi. Mais c'est toi qui fais n'importe quoi. Oula, qu'est-ce qui se passe ici ? Elle ne fait que de me parler de potager alors qu'on est censé préparer une ratatouille. Mais le potager, c'est justement pour la cuisson de notre ratatouille. D'ailleurs, pourquoi vous n'avez pas de potager ? Un potager ? Il y en a au fond du jardin si vous voulez. Mais non, un potager. C'est un ustensile utilisé à la Renaissance pour les cuissons lentes des plats. Il s'agissait de pierres creusées dans lesquelles on plaçait des braises, ce qui permettait de maintenir au chaud ou de cuire lentement les plats. Ça a été une petite révolution culinaire d'ailleurs. On n'a pas le temps, Charlotte, concentre-toi. On a une ratatouille à finir, hein. Mais c'est intéressant en vrai. Vous avez l'air de vous y connaître. Mais je conclus donc qu'il n'y a aucun plat pour la dégustation. Comment ça, il n'y a pas de plat ? Nous allons donc vous évaluer sur l'histoire de la cuisine française, tiens. On n'en a pas parlé depuis le début de l'émission. Oh non, ça y est, vous allez la lancer. Trop bien, j'attendais ce moment. On peut commencer au Moyen-Âge ? Mais tu veux dire quoi, à part qu'ils mangeaient principalement de la viande et du poisson avec des légumes et des céréales ? Oui, mais c'était quand même un peu plus élaboré. Ils mettaient beaucoup d'épices collectées durant les croisades. Ça, c'était juste pour masquer le goût des aliments qui n'étaient pas trop frais, hein. C'est vrai. Comme l'eau qui n'était pas très potable, donc qui était souvent remplacée par de l'alcool. Ah, qu'est-ce que je me serais plu à cette époque ? Très bien, et ensuite il s'est passé quoi ? À la Renaissance, on a l'introduction de nouveaux produits comme la tomate, la pomme de terre, le maïs, et aussi de nouvelles épices comme le piment, la vanille et le cacao. On a aussi le développement de nouvelles techniques de cuisine avec l'arrivée de nouveaux ustensiles comme les casseroles, les poêles et le fameux potager. Oh non, c'est reparti. Oh, je vois que vous m'écoutez, ça me fait plaisir, n'est-ce pas Lucie ? Ouais, c'est ça. Et du coup, durant cette période, on a le développement des publications de livres de cuisine, comme ceux de Rabelais et La Varenne avec l'invention de l'imprimerie. Et c'est également au XVIe siècle que François Rabelais fonde la première école de cuisine en France. Ce qui a eu un rôle important dans la diffusion des savoirs et des techniques de cuisine. Je suis étonnée que tu n'aies pas encore mentionné la fourchette. J'attendais que tu le fasses, je sais que c'est ta partie favorite. Comment ça, la fourchette ? Oui, c'est à cette époque que la fourchette est créée. Incroyable, non ? Ah oui, super anecdote. Oui, mais ça s'est fait progressivement. Parce que par exemple, Louis XIV préférait manger avec les doigts et aucun membre de sa cour n'utilisait de fourchette. Quel dommage, c'est une si belle invention. Tiens, en parlant de Louis XIV, c'était un des premiers à avoir mis en avant la présentation esthétique des plats. Oh, en parlant de plats, on en a un à préparer. Ça donne quoi, Lucie ? Alors, je crois que c'est un peu trop épicé. Oh, je t'avais dit d'utiliser les herbes aromatiques plutôt. Et puis, c'est bien plus distingué. Rigolez pas, au XVIIe, il m'aurait soutenu. Oui, c'est vrai que le XVIIe marque la fin des épices. Le beurre devient aussi un élément essentiel en cuisine et le sucre ne doit être plus qu'utilisé que dans les desserts. Chut, parle pas trop de fort et de beurre et de sucre. La bretonne de la table à côté va venir et elle me fait un peu peur. Non, vous inquiétez pas, elle est occupée à faire un... je sais pas, tiens d'ailleurs. Ensuite, on arrive à une période de transition au XVIIIe siècle où les repas deviennent un moment de partage et de convivialité. On assiste aussi à la naissance des premiers restaurants à Paris, mais cela restait encore réservé à une clientèle privilégiée. Mais ce n'est qu'au XIXe qu'on a l'apparition des premiers guides gastronomiques, comme le guide Michelin, qui contribue à la diffusion de la cuisine française à travers le monde. Il y a aussi Auguste Escoffier, un des chefs les plus importants de cette époque. Il va simplifier les recettes en mettant en avant des plats moins chargés en sauce et épices. Dites-moi d'ailleurs, est-ce que vous aimez manger du fromage ? Ah ça oui, à chaque repas. On est en France, voyons, quelle question. Eh bien, vous pouvez dire merci à vos ancêtres, car c'est au XIXe siècle qu'est apparu les repas structurés, entrées, plats, fromage et dessert. Qu'est-ce qu'il y a, Charlotte ? Notre plat n'est pas bon ? Non, il est parfait. Je viens de me souvenir d'un drame pour la gastronomie française. La pizza à l'ananas ? Non, ça c'est nos collègues italiens qui devraient être en colère. C'est à cette époque que sont apparus les plats préparés et en conserve. Oui, mais grâce à ses travaux, Nicolas Appert a révolutionné la conservation des aliments. Et au XXe, on a eu un essor de l'industrie alimentaire avec les aliments en conserve, les surgelés et les plats préparés qui deviennent accessibles, ce qui alors simplifie la cuisine au quotidien. L'apparition des réfrigérateurs, congélateurs et appareils électriques, comme les mixeurs, les robots de cuisine, transforme aussi la façon de cuisiner à la maison, facilitant les tâches et réduisant le temps de préparation. Après, de vous à moi, je trouve que le potager était bien plus efficace. Oh, arrête avec ce potager, les moulinex sont 1000 fois mieux de nos jours quand même. Hein. Chut,
Lucie, tu peux pas dire ça dans une émission de cuisine. Oups, vous n'avez rien entendu. Du coup, en 2010, l'UNESCO a décidé de classer le repas gastronomique des Français et il est aujourd'hui reconnu comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Dis-moi Lucie, tu ferais quoi si tu gagnais cette émission? Pourquoi pas ouvrir un restaurant à Paris? Trop pas original. On compte environ 175 000 restaurants en France à l'heure actuelle, dont 10% à Paris. Tu veux vraiment faire comme tous les autres? Au moins, je parle pas de potager à longueur de journée. Mais c'est les animateurs qui ont commencé à m'en faire parler. Et on n'a rien à voir là-dedans, nous, hein. On venait juste voir comment votre plat avançait. Un plat dont nous n'avons jamais vu la couleur d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'on a un plat terminé d'ailleurs, et c'est vous qui nous faites perdre du temps avec vos questions. Lucie, où est la viande? Me dis pas que tu l'as mise dans le four. On s'était mis d'accord sur le potager. Hop hop hop, arrêtez de pédaler dans la small, il vous reste plus que quelques secondes. Ah non, je suis désolée, mais l'émission est maintenant terminée. Cet ultime face-à-face entre nos brigades nous aura bien instruits. Je laisse maintenant la bande-annonce des prochaines échéances pour vos auditeurs assidus. Pour finir sur l'actualité bordelaise concernant le thème de la cuisine, si vous aimez la bonne gastronomie et les sandwichs à la française, vous serez ravis de goûter les fabuleux sandwichs de chez Populaire. Un nouveau restaurant de Dorian Fiette, ancien cuistot de Gordon Ramsay, chef cuisinier britannique mondialement connu. Pour conclure sur une note de convivialité, il faut savoir que si vous en avez marre de la cuisine transformée, ici on cuisine avec des produits frais, locaux et de saison. Le cuisinier se fournit au marché des Capucins, tous les matins par exemple. Ce restaurant propose également des desserts maison, comme du riz au lait. Au lieu de cuisiner dans votre coin, vous pouvez le faire également avec des inconnus et partager le repas avec eux, avec une participation libre. Cela se passe à la cuisine de Camille, 18 rue de Bègle, à Bordeaux même. Les produits cuisinés sont bio et de saison, idéal pour l'organisme. Voilà, c'est fini pour moi, à bientôt. Ces événements de cuisine participative m'ont l'air très intéressants en effet. J'espère être invité pour une dégustation en tant que chef étoilé. Je suis certain qu'ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère là-bas. Je vous remercie en tout cas chaleureusement, chef Maxime Norrégime, pour votre participation enrichissante et vos succulentes interventions. Je n'ai fait qu'une bouchée de cette émission. Merci à vous, Gabriel, d'avoir été à l'origine de mon invitation, mais je refuse de partir sans un dessert. Très bien. À présent, place au dessert. Un vrai dessert alors. Il y en a qui sont partis en vacances trop longtemps. Tu ne vas pas me faire croire que tu as déjà oublié ce qui nous attend. C'est notre consécration en tant que M2. Ah oui, ça y est, je m'en souviens. C'est la semaine de culture scientifique et technique. Ah bah quand même. On accueille donc Maxime qui va nous détailler tout ça. Et oui, ma chère Gabrielle, on se retrouve donc pour cette édition 2025 de la semaine de culture scientifique et technique. Un événement de culture scientifique entièrement organisé par les dealers de sciences, également étudiants de M2 du master médiation et communication des sciences et techniques de l'université Bordeaux-Montaigne. Notez bien les dates, ça se passera du 21 au 25 janvier. Cette année, son thème sera celui des origines. Dit comme ça, c'est un peu vague. Est-ce que tu peux nous détailler un peu le menu de l'événement ? Bien sûr. La semaine débute avec une conférence débat sur le thème du numérique. Savons-nous vraiment ce qui se cache derrière nos appareils et leur fabrication ? Comment est-ce qu'ils impactent l'environnement et les sociétés humaines d'un bout à l'autre de leur cycle de vie ? Quelles conséquences sur la gestion des ressources limitées de notre planète ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles tâcheront de répondre nos 4 intervenants, à savoir Tessa Bonin-Contreau, doctorante en sociologie de l'environnement à l'école des mines d'Alès, Sylvain Lebert, chercheur en sciences politiques à l'INRAE, Rémi Maronne, journaliste et auteur du B.A.B.A. du numérique responsable, et Martin Haché, chercheur au centre INRIA de l'Université de Bordeaux. Rendez-vous le 21 janvier à 18h à la bibliothèque Mériadec de Bordeaux. Tout ça me donne l'eau à la bouche. C'est quoi la suite ? Une petite virée à travers le temps, ça vous dit ? Un scientifique maladroit a mis le bazar dans différentes époques en semant derrière lui des objets venus du futur. Dans la grande expérience temporelle, il vous faudra donc l'aider à les retrouver pour que la police du temps l'autorise à rentrer à son époque. Partez à la rencontre de 5 grandes figures qui ont contribué à façonner diverses disciplines scientifiques depuis le XVIIe siècle pour qu'elles vous aident à retrouver les objets disparus. Cet atelier sera ouvert au public le mercredi 22 janvier de 13h à 19h, le jeudi 23 janvier de 9h à 19h et le vendredi 24 janvier de 10h à 13h. Il se déroulera lui aussi à la bibliothèque Mériadec de Bordeaux. Et si on veut juste se poser pour grignoter un truc ? Pour ça, rien de mieux que notre 3e temps fort. C'est un ciné-débat autour du film Dahomey, réalisé par Mati Diop. Il traite de la problématique complexe de la restitution des œuvres pillées par les puissances coloniales. Ici, il s'agit plus spécifiquement du rapatriement vers le Bénin de trésors détenus par la France jusqu'en 2021. La projection sera suivie d'un échange en compagnie de 3 intervenantes. Katia Kukauka, directrice adjointe et conservatrice en chef du musée d'Aquitaine, Clarisse Gomis, secrétaire générale de l'association Mémoire et Partage, et Anne Doquet, anthropologue, chercheuse à l'IRD
et membre de l'Institut des mondes africains. Notez bien la date et le lieu, vendredi 24 janvier à 20h au cinéma Jean Eustache de Pessac. C'est déjà fini? Non, il reste encore le marché des connaissances. Venez découvrir des stands tenus par des acteurs et actrices locaux de la culture scientifique dans la métropole bordelaise. Ces structures proposeront des ateliers de médiation scientifique permettant d'apprendre plein de choses sans prise de tête. Et ce n'est pas tout, puisque vous aurez également l'opportunité de dialoguer avec des scientifiques pour découvrir leurs sujets de recherche et leur parcours. On se donne rendez-vous le samedi 25 janvier entre 13h et 17h, toujours à la bibliothèque Mériadec de Bordeaux. Avec ça, on ne risque pas de rester sur notre faim. Est-ce que tu peux nous préciser un peu comment on participe à tous ces événements? Rien de plus facile. D'abord, sachez que tous les événements sont gratuits et que la conférence débat du mardi ainsi que le ciné-débat du vendredi proposeront un buffet, lui aussi gratuitement ouvert au public. Rien de tel qu'un peu de Boostify pour rameuter du monde. Tu m'ôtes les mots de la bouche, Maxime. Concernant la participation, il faudra vous inscrire pour chaque temps fort, mis à part le marché des connaissances, dont l'accès sera entièrement libre le jour J. Pour ça, il faut vous rendre sur le site web origine.dealerdesciences.com, origine au pluriel, dealer aussi, dans la rubrique Infos pratiques. Vous pouvez également retrouver tous les liens d'inscription dans la bio du compte Instagram des dealers de sciences. Pour en revenir au site web, vous pourrez également y trouver tout un tas de contenus supplémentaires tournant autour de la thématique des origines. Des articles de vulgarisation, des portraits écrits et vidéos de scientifiques, ainsi qu'une exposition numérique retraçant les évolutions de notre environnement, du Big Bang jusqu'aux sociétés humaines, sont d'ores et déjà disponibles sur le site de l'événement. Voilà qui devrait rassasier les plus curieuses et curieux d'entre vous. Et on fait ça tout seul? On assure comme des chefs, dis donc. Non, nous avons bien eu quelques généreux mécènes et une assistance matérielle. Nous remercions donc l'Université Bordeaux-Montaigne, l'Université de Bordeaux, l'Institut des sciences de l'information et de la communication, ainsi que l'UFR Sciences des territoires et de la communication. Nous tenons également à remercier la ville de Pessac, le CNRS, l'INSERM, l'INRAE ainsi que l'UMR EPOC pour leur participation et leur soutien financier. Nous remercions bien évidemment la bibliothèque Mériadec ainsi que le cinéma Jean Eustache pour leur hébergement de l'événement. Enfin, nous remercions Radio Campus Bordeaux, grâce à qui Science à l'antenne est devenu cet espace d'expression et de transmission des savoirs auquel nous tenons tant. Merci donc à Nicolas Loubert et à son équipe pour leur accueil et leurs conseils. Merci Maxime pour cette publicité alléchante qui clôture cette émission. Les dealers de sciences vous retrouvent donc dans 2 semaines, même fréquence, même horaire, pour une émission sur le thème de... Je sais pas, fais-moi rêver. Arrête de manger Maxime, t'as rien suivi? L'émission sera sur les origines pour inaugurer en beauté la semaine qui suivra. Au revoir à tous. Au revoir. Allez, on vous laisse avec vos baies bizarres là. Attendez, juste, je chope un citron avant. Voilà, allez, à tout à l'heure. Comment je vais m'enlever ce truc de la langue? Ouf, ça me titille encore les papilles. C'était une expérience gustative.